Dans cette vidéo, on va essayer de vous donner quelques clés pour vous aider à mieux décortiquer le basket et à faire du scouting en utilisant la série d'Euroleague de quart de finale qui arrive entre Monaco et le Fenerbahçe pour voir ce que doit réussir à accomplir la Roca Team pour se qualifier au Final Four. Avant de regarder les matchs, on commence toujours par regarder les chiffres. Ici, par exemple, les 3 chiffres clés de la série, pour nous, le Fener est la 4e équipe qui joue le plus vite de l'Euroleague, alors que Monaco est 16e. Le Fener est 18e en passes décisives, mais premier à l'e-field goal pourcentage, c'est-à-dire à l'efficacité au tir. Et Monaco a une efficacité de 0,9 points par possession sur pick and roll contre le Fenerbahçe en saison, ce qui est plutôt très faible. Donc le fait que le Fenerbahçe joue beaucoup plus vite que Monaco, ça veut dire qu'il faut contrôler le rythme. Et ça tombe bien, la Roca Team le fait plutôt parfaitement. De manière générale, c'est l'équipe qui perd le moins de ballons de toute l'Euroleague, ce qui compense avec leur 15e place au pourcentage au tir. Et c'est pas étonnant, c'est un choix tactique. On prend des tirs difficiles à un pourcentage plus faible, mais on perd moins la balle, donc on donne pas de contre-attaque et on se laisse la possibilité de prendre des rebonds offensifs. Le fait que Fenerbahçe soit dernier aux assists, mais avec le meilleur pourcentage au tir, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils ont une grosse capacité à se trouver des bons tirs en jouant en 1 contre 1. S'ils sont capables de se créer des tirs tout seuls, alors il faut laisser des tirs aux autres. On préfère faire tirer les joueurs, entre guillemets, les moins efficaces. Et enfin, ce qui est intéressant, c'est que ils ont été en grosse difficulté sur les 2 matchs contre le Fenerbahçe sur les pick and roll, notamment par les choix défensifs du Fenerbahçe, on le verra, et pas du tout sur les step-up, les écrans sortants, et sur les Spanish. La différence est du simple au double. Donc l'enjeu, pour Monaco, c'est bien sûr ne jamais oublier de matraquer là où ça fait mal, les attaquer sur les step-up, les attaquer sur les Spanish, mais surtout, trouver de la variété dans le jeu d'écran et réussir à trouver des façons d'être plus efficaces sur les pick and roll. Comme on va le voir. Alors un des premiers choix forts du Fener, c'est de faire weak sur Elie Okobo. Alors c'était un des sujets de la dernière vidéo qu'on a faite sur comment attaquer les ice weak. On vous rappelle, un weak c'est pousser vers la main droite un joueur, la main faible en l'occurrence. Ici vous voyez Guduric qui refuse l'écran, qui le pousse à aller vers l'espace sur sa main droite et le grand un peu plus bas comme dans une protection pour laisser ce genre de tir là. Des tirs dans les short rolls ou dans les pops à Moté Younas ou encore à Dante Hall. Vous voyez, on le pousse vers sa main droite, on protège bas et on essaie de le couvrir son attaque, faire la passe à des joueurs qui ne sont pas forcément habiles dans les short rolls. Alors que vous voyez la différence ici par exemple quand c'est John Brown qui lui pour le coup est un peu meilleur dans ça, le grand est un peu plus agressif pour rendre la passe plus difficile à John Brown, mais toujours c'est dans cette idée de le pousser vers sa main droite à Elie Okobo et de laisser des tirs difficiles au poste 4-5. Alors une façon d'éviter ça, vous voyez, il y a l'écran dans le dos ici d'Elie Okobo, donc son défenseur est obligé d'aider, il sera en retard, ce qui permet d'attaquer sur la main gauche, mais on va voir que là, il décide de passer en dessous. Ils ont tellement peur de son attaque main gauche de lui laisser des lay-ups qu'ils préfèrent même passer sous les écrans Elie Okobo. Alors quelles sont les options offensives pour contrer ça? Et d'ailleurs Monaco l'a fait assez bien, notamment dans la deuxième mi-temps du match à domicile pour pouvoir attaquer. La première chose, comme on l'avait dit dans la vidéo, on essaie d'occuper les espaces, de snaker, et on peut, quand la protection est basse, retrouver et retourner vers sa main gauche pour aller obtenir des tirs qu'il affectionne. Une autre façon, c'est si jamais la protection est basse et qu'il nous suit, d'essayer de le mettre en prison, de le garder derrière pour ensuite forcer le grand à revenir vers son joueur et aller s'ouvrir une ligne vers le panier. On a parlé dans la vidéo du Gortat Screen, ici c'est une idée similaire, même s'il n'y a pas vraiment l'écran, c'est de feinter que l'écran y vienne pour partir à l'opposé avec beaucoup de champ, et là vous voyez, il y a un 2 contre 1 joué avec Dante Hall qui plutôt que de venir poser un écran sur son joueur, vient se mettre derrière pour jouer le alley-oop. Et là par contre vous allez voir un vrai exemple de Gortat Screen, joué à l'opposé de John Brown, vous allez voir il est toujours bien placé, toujours où il faut, il vient sciller son défenseur, l'empêcher de venir intervenir, la passe dans le short roll pour Moté Younas pour aller conclure. Ils ont vraiment essayé de s'adapter à ces choix défensifs-là. Là, on attaque opposé, même si l'attaque main gauche est une erreur défensive du Fener. On peut le penser sur sa main droite de la même façon. On repasse au grand et on vient prendre un main à main. Et là, on se retrouve sur une situation beaucoup plus avantageuse. On est plus proche du cercle, c'est plus difficile de défendre et c'est des tirs qui l'affectionnent un peu plus. Puis, il y a aussi cette possibilité de faire un écran dans le dos, un flare screen pour s'ouvrir des tirs. Parce que oui, l'option numéro 1 de Monaco, c'est Mike James. Et le choix fort de Šarūnas Jasikevičius, c'est de sortir sur lui fort, de faire des steps pour l'empêcher de pouvoir jouer ses 1 contre 1 et de devoir lâcher le ballon. On voit ici les autres qui font des rotations, on se retrouve avec des situations difficiles et un tir pas optimal. Dans l'action précédente, il avait réussi à l'arrêter. Parfois, il se fait dépasser, mais vous voyez que Mike James, il le dépasse à 12 mètres du cercle. Donc après, on est dans les rotations. On essaie de venir aider. Vous voyez la position de Dorsey pour
le forcer à lâcher la balle. C'est une vraie idée et on a vu que d'ailleurs, de le faire lâcher ce ballon sur les pick and roll, on se retrouve avec des tirs après dribble ou de mauvaise qualité en fin de possession. Et c'est une des raisons principales pour lesquelles les pick and roll n'ont pas eu une bonne efficacité jusqu'à maintenant dans les 2 matchs face au Fener. Ils ont eu des tirs difficiles. Là, on voit encore le step, il y a des rotations, on est à l'opposé, on trouve rien, on s'arrête, on se regarde, on joue 1 contre 1. Il y a vraiment eu une très mauvaise efficacité des pick and roll parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver des bonnes options assez souvent sur les écrans. Ça, c'en est une très très bonne. Alors, même s'il y a un écran sur le défenseur de Motiej Jonas, l'idée c'est de le faire sortir fort, on passe vite devant, on force le joueur de John Brown à venir et il y a Motiej Jonas qui est en train de couper, le grand qui est sorti fort, il peut pas forcément venir aider, il faut faire une rotation de l'opposé qui parfois est en retard. Là, on fait la passe devant, vous voyez la rotation qui est faite, on a un mismatch, ils ont décidé de changer, on attaque le cercle, on va trouver un post-up. Ça va être vraiment très important d'utiliser ces steps-là pour les punir. Je feinte de poser l'écran, je pars dans le slip, et ensuite, il y a mon joueur qui vient aider, il y a la coupe dans le dos, mais moi je peux également avoir ce petit tir-là. Il faut essayer de rentabiliser ces situations-là de short roll, passe au grand, c'est ce que le Fenerbahçe veut faire, laisser jouer les postes 4 et 5 de Monaco, il faudra réussir à s'organiser pour leur obtenir des tirs et les laisser les attaquer. Alors on parlait de contrôler le rythme et des tirs parfois difficiles qu'ils prennent volontairement Monaco, tactiquement. Une chose assez folle sur les 2 matchs face au Fener de Šarūnas Jasikevičius, c'est que cette situation-là de 1 contre 1 de Mike James avec tout le terrain écarté pour lui, c'est la situation la plus efficace de Monaco. Alors on dit souvent que c'est pas forcément joli à voir, et pourtant c'est ce qu'ils font de mieux. Donc pragmatique, Sacha Obradović, il les pousse, ses joueurs, à faire ça, à laisser des espaces, parce qu'il est tellement fort dans le 1 contre 1, et contrairement à la série qu'ils avaient jouée l'année dernière face au Maccabi, où les Israéliens venaient beaucoup dans les stunts, ici, ils ne le font pas trop. On voit qu'il y a une vraie organisation derrière pour venir sciller, bloquer les rotations, le premier joueur vient en aide, derrière ça vient couper, pour essayer d'obtenir des tirs faciles. Quand Mike James décide de ne pas tirer, vous allez voir, il y a une vraie organisation. Regardez John Brown encore, qui vient poser un écran sur son joueur pour qu'il ne puisse pas faire une rotation sur l'attaquant du défenseur qui est venu en aide. Puis on parlait du manque d'efficacité sur les pick and roll. Là où par contre ils ont été diaboliques d'efficacité face aux jaunes, c'est sur les Spanish. Alors c'est quoi un Spanish? C'est cet écran où on vient poser un écran sur le joueur de celui qui pose déjà un écran. Donc c'est un jeu à 3, on a Kemba Walker qui a la balle, un écran de Motiej Jonas et un écran sur le joueur du défenseur qui a posé un écran. C'est-à-dire qu'on essaie de le retarder pour soit pouvoir passer en dribble comme c'est le cas ici, soit pouvoir, si on vient aider avec un autre joueur, donner la balle au joueur qui vient couper. Ici, on vient couper, il y a une rotation, on obtient un tir à l'opposé ouvert. Là où ils ont massacré aussi, c'est sur les Spanish, sur les côtés, où ils ont vraiment libéré l'espace dans le coin pour qu'il n'y ait pas de rotation possible sur le grand qui va vers le cercle. Donc ils essaient d'aider par les joueurs qui sont impliqués dans la rotation du Spanish, et du coup, ils sont en retard sur le joueur qui a la balle. On va voir une deuxième situation ici avec Alpha Diallo. Le grand est en retard, le défenseur du dernier possesseur d'écran vient pour essayer de le limiter, mais il avance vers un joueur qui avance vers lui, qui le prend à contre-temps. Puis, en attaquant fort, on réussit à faire changer, et ensuite, avec un bon style de Donta Hall, de retrouver le cercle. Alors pour limiter la deuxième attaque de l'Euroleague, un choix fort qui a été fait par Sacha Obradović, comme sur Mike James de l'autre côté, c'est de faire un step. Alors, il y a eu quelques erreurs qui ont été faites, c'est normalement une très bonne option pour limiter les pops de Shertak Sanli, qui est plutôt très efficace dans ça, sauf que là c'est mal réalisé, parce que quand on fait un pas comme ça, normalement, ensuite on est dans une position pour revenir sur la ligne de passe. On en avait un petit peu parlé d'ailleurs sur la vidéo sur la défense de Paris, quand on fait un show comme ça, où on essaie de limiter, il faut ensuite revenir sur la ligne de passe. Si on repasse par en dessous, on ne limite pas le drive, on laisse la passe à Sanli, donc c'est trop facile. Et ensuite, quand on a peur, parce qu'on s'est fait avoir, on sort pas trop pour revenir sur son joueur, mais on laisse les drives, notamment de Nick Calates, qui lui est un expert dans ça, et qui va pouvoir nous disséquer. Donc il faut sortir fort et bien revenir sur la ligne de passe à 3 points, quitte à les forcer à aller vers le cercle. Et là, on voit un très bon exemple défensif. C'est juste ensuite sur le repique, on n'a pas réussi à contenir Nigel Davis dans la réattaque. Si jamais ils arrivent à passer, ensuite,
on est obligé d'aider et de laisser des tirs à des joueurs comme Guduric. On ne choisit pas à qui on laisse les tirs. Et ça, c'est très, très important. Alors que ce genre de choses-là, c'est un peu plus ce que Monaco veut essayer de faire. C'est-à-dire sortir fort, les forcer à passer la balle derrière ou devant et de vivre avec le fait que ce soit d'autres joueurs qui prennent des tirs, qui prennent des responsabilités et avec la probabilité plus grande qu'ils ratent des tirs. C'est d'ailleurs la clé de l'opération anti-Wilbekin, qui est le créateur numéro 1 de cette équipe. Et en sortant fort, on essaie de le forcer à lâcher la balle, à la donner à d'autres joueurs. Et quand il attaque, de venir tous dans la raquette autour de lui, parce que ce n'est pas un joueur qui a envie de passer la balle. Il passe la balle un peu par obligation. Et il est petit, donc quand il vient là, avec les défenseurs grands athlétiques qu'à Monaco, il faut venir le trapper, le pousser, le forcer à attaquer, et vous voyez qu'il n'est pas à l'aise dans ça. Lui, ce qu'il aime, c'est pouvoir tirer derrière les écrans, et en faisant ça, on le met dans une situation dans laquelle il est inconfortable. C'est vraiment très très important, et vous voyez ensuite, quand il essaie de trouver la place dans le short roll, vous voyez qu'il n'est pas forcément habitué, il y a une rotation très forte qui est donnée par Jordan Lloyd, qui vient toucher le ballon, c'était Guduric qui était ouvert à l'opposé, mais il ne l'a pas vu. Des choses que Calathes ne rate jamais, lui, quand il joue les écrans. Mais il n'a pas forcément un très bon pourcentage de 3 points. Donc vous allez voir que dans les situations quand Calathes est sur le terrain, toutes les aides sont faites pour venir couper d'abord la pénétration, ensuite la coupe potentielle, et laisser Nick Calathes toujours tout seul. Là, en l'occurrence, l'aide était très bien faite, donc on a perdu la balle sur passage en force. Regardez à quel point on vient changer pour prendre la coupe, je remonte en haut, et on laisse Nick Calathes tout seul. C'est un choix tactique, c'est un des moins bons shooters du Fenerbahçe, et donc on veut que ce soit lui qui prenne les tirs. On vraiment coupe on empêche cette passe ligne de fond qui est vraiment importante, qui recherche le Fener pour obtenir des lay-ups, et on laisse Nick Calathes aller tirer à 3 points. De manière générale, on essaie de passer en dessous sur lui, mais également sur Yoam Madar, parce qu'ils sont tellement bons dans la création qu'en passant dessous, on permet de contrôler les attaques. On a vu Nick Calathes mettre 2 lay-ups comme ça, essayer de le forcer à prendre des tirs à prix libre qu'il ne veut pas prendre. En passant en dessous, on trouve pas d'avantage, on le fait hésiter, on le force à passer la balle. Ça aussi, c'est une vraie clé du jeu parce que c'est le mastermind. Si on passe au-dessus partout, qu'on lui laisse des avantages, il va pouvoir attaquer, passer la balle tout le temps où il faut. On le force à prendre un écran plus bas que les 3 points, donc il vient se mettre dans la défense, il y a moins d'espace, il voit moins bien ce qui se passe et il rate un peu plus. Et puis, le meilleur scoreur du Fener, c'est lui, c'est Jonathan Motley. Il n'y a pas forcément grand chose qui est fait dans le jeu pour lui, mais il est tellement monstrueux dans l'activité au rebond offensif que c'est là qu'il va falloir le contenir, le boxer, le sortir de la raquette le plus possible, parce que dans l'exercice de force pure, il réussit à sortir tout le monde, à prendre des rebonds, et c'est une vraie bataille sur les rebonds offensifs. Monaco est plutôt bon en général sur ça. Il leur avait fait très très mal sur les 2 matchs, notamment il avait pris 8 rebonds offensifs. Il va falloir le limiter. Puis un autre qu'il va falloir essayer de limiter, c'est Nigel Hayes-Davis qui met beaucoup de points pour le Fener, mais beaucoup sur des post-up. Et là, il est tombé quand même sur un os en la présence de John Brown qui au post-up est tout à fait capable de venir le limiter. C'est pour ça que le choix des steps était très important tactiquement. C'est parce qu'on veut empêcher leur jeu classique de jouer des écrans pour Wilbekin qui puisse se trouver des tirs comme lui il a envie ou faire des passes aux autres. Comme on contrôle déjà Motley au rebond et Nigel Hayes-Davis sur le post-up, on essaie de ne pas trop donner de possibilité à Calathes de diriger le jeu et alors on se retrouve dans des bonnes positions pour l'emporter. On espère que cette série se passera bien pour eux et qu'ils réussiront l'objectif ultime de retourner au Final Four pour la 2e fois consécutive. Et nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo d'analyse. Ciao, ciao.